Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. Hier à Strasbourg, une manifestation a eu lieu pour exiger la libération du leader kurde Abdallah Öcalan, toujours enfermé dans sa prison de l'île d'Imrali. Voilà 4 ans, depuis le 25 juin 2012, que se relaient les vigiles des comités pour la libération du leader kurde, Abdallah Öcalan, juste en face des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg. Et tout au long de cette semaine, ce sont les représentants de pas moins de 400 institutions kurdes qui se sont relayés pour réclamer la libération du leader kurde. Lors de cette manifestation, des représentants des syndicats britanniques Unite ont lancé une pétition pour la liberté d'Öcalan. Les représentants dénoncent le comportement des autorités européennes qui ferment les yeux sur les violations des droits de l'homme commises en Turquie pour valider un accord conclu sur le dos des réfugiés. Il ne faut pas, ont rappelé les manifestants, que l'Europe se rende complice des crimes de l'État turc. L'opération de libération de la ville clé de Manbij se poursuit depuis le 1er juin. Plusieurs grands offensifs de Daesh pour tenter de désenclaver la ville ont eu lieu cette semaine. Mais les forces démocratiques syriennes les ont toutes repoussées. L'opération Abu Leila, menée par les forces démocratiques syriennes, qui collaborent avec le conseil militaire de Manbij, se poursuit autour des villages de la ville. Dimanche dernier, ce sont les villages de Yazte et d'Ain al-Nakhil, tous deux situés à 3 km à l'est de la ville, qui ont été libérés. Les 22 membres de Daesh qui contrôlaient ces villages ont tous été tués. Comme l'expliquait le commandant du Thawar Manbij, Mustafa Manbij, les bandes de Daesh paniquent. Des émirs ont même proposé aux soldats des forces démocratiques syriennes $10 000 en échange de la possibilité de fuir. Lundi matin, c'était le village de Kharije, à 800 mètres au nord-est de la ville, qui était libéré. Mercredi, c'était le tour du village de Sherdabdash, à l'ouest de la ville. Lui aussi était libéré. Et les forces démocratiques syriennes y ont coincé l'émir Issa, un émir d'origine libanaise, alors qu'il était dans sa maison. Rappelons que pour parvenir au rang d'émir, il faut avoir décapité au moins 7 civils. Et jeudi soir, c'était le village de Khanat el-Shartabash qui était libéré. On a retrouvé là les corps de 15 membres de Daesh. Mais à 2 reprises cette semaine, les bandes de Daesh ont quand même tenté de rompre l'encerclement de la ville en menant des attaques massives. Ainsi, ce lundi 20, une offensive de très grande ampleur, lancée depuis la ville de Bab, a tenté de forcer les positions des forces démocratiques syriennes près du village d'Arima et de rejoindre aussi, depuis la ville de Jarablus, les eaux de l'Euphrate. Armés de lance-missiles portables, de lance-flammes, d'armes lourdes, les hommes de Daesh ont néanmoins subi de très lourdes pertes. 142 membres de l'organisation ont été tués. On a retrouvé à la fin de cette offensive les corps de 89 d'entre eux, abandonnés là par leurs camarades. Les forces démocratiques syriennes ont quant à elles perdu 6 combattants lors de ces vagues d'attaques. Et puis ce mercredi matin, une deuxième offensive de Daesh a tenté de reprendre le contrôle des villages libérés d'Al-Nakhil et d'Al-Yasta. Face à la riposte des forces démocratiques, les membres de Daesh ont encore fui, laissant là 30 morts sur le terrain. Pour empêcher le Daesh de recevoir des renforts, il faut contrôler les points d'accès à la ville. 2 carrefours particulièrement stratégiques ont ainsi été repris par les forces démocratiques syriennes, celui-là d'Al-Sharia et celui-là de Kitab. Le carrefour d'Al-Sharia, à l'ouest de la ville de Manbij, a été repris au Daesh avant-hier matin, après de violents combats. Les avions de la coalition ont mené 2 frappes qui ont détruit un dépôt de munitions. Les silos de blé, un lieu stratégique de la ville, sont maintenant aux mains des forces démocratiques syriennes. Et sur le flanc sud de la ville, ces forces démocratiques ne sont plus qu'à 2 km du centre-ville. Et dimanche dernier, c'était le carrefour Al-Kitab qui était repris par les combattants du conseil militaire de Manbij. Toute la semaine, le Daesh a tenté de forcer le passage pour reprendre le contrôle du carrefour d'Al-Kitab. Ce carrefour était leur premier checkpoint avant d'entrer dans la ville.
C'est également à cet endroit que le Daesh torturait les habitants, les décapitait ou les lançait depuis les hauteurs de bâtiments. Mustafa Menbish, le commandant du Thewar Menbish, expliquait à l'agence ANF que les percées militaires pour reprendre la ville se faisaient lentement, comme le Daesh utilise les civils comme boucliers humains. Le commandant estime qu'il y a encore 20 000 civils pris en otage à l'intérieur de la ville et la priorité est de les mettre à l'abri en ouvrant des corridors par où ils tentent de s'enfuir. Chaque jour, ce sont ainsi des centaines de personnes qui parviennent à rejoindre les zones libérées. Fidèles au projet démocratique mis en place dans le nord de la Syrie, des conseils citoyens sont formés dans les villes libérées. À Manbij, à côté du conseil militaire, il y a aussi un conseil politique qui s'occupe de la remise en place d'une administration efficace pour subvenir aux besoins des habitants. C'est le 5 avril 2016 que des réfugiés ayant quitté Minbish ont fondé le conseil politique de Minbish dans la ville de Sirine. Ce conseil est constitué d'Arabes, de Kurdes, de Turkmènes et de Circassiens qui habitaient la ville. Sözdar Khalid est le coprésident de ce conseil politique de Minbish. Il avait dû fuir la ville en 2013 pour éviter d'être massacré par le Front al-Nosra. Khalid explique que 99% des habitants de Minbish sont intéressés par le travail du conseil politique qui est mené actuellement. Des assemblées de villages se créent. Les habitants accueillent les soldats qui les libèrent avec des larmes de joie. Mais ce sont les femmes qui sont les plus enthousiastes. Elles avaient du mal à croire qu'elles puissent être libérées un jour. Elles brûlent leurs longues robes noires obligatoires sous Daesh. Et ce jeudi, pour témoigner du succès populaire rencontré par le conseil politique de Minbish, une réunion dans le village d'Ayabouchouk ainsi réunit 90 membres d'assemblées de village. Aujourd'hui, le conseil politique de Minbish planifie déjà la reconstruction et la réouverture des écoles, ainsi que la mise en place de comités chargés des questions de santé et des questions économiques. Dans le quartier de Cheikh Marsoud à Alep, ainsi qu'autour de plusieurs villes du Rojava, les forces armées turques ainsi que les bandes armées liées au Conseil national syrien terrorisent la population. À Cheikh Marsoud, le quartier kurde d'Alep, les violentes attaques menées au mortier et au canon se poursuivent toujours. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, 8 civils avaient été tués lors d'une attaque nocturne menée avec des armes lourdes par les bandes liées au Conseil national syrien. Le lundi, de nouvelles attaques de ces bandes ont encore été menées, mais les unités Yapaga ont pu identifier l'origine des tirs et elles ont pu mener une contre-attaque pour déloger les assaillants. 2 membres de ces bandes armées ont été tués à Sekenchikaev et un autre sur l'avenue Mouhaberat. Les tirs des bandes armées auront néanmoins fauché Rachid Arif Isso, 54 ans, et détruit de nombreuses maisons de Cheikh Marsoud. Ailleurs dans le Rojava, on retiendra cet attentat à la bombe à Kamchlo dimanche dernier dans le parc Kindi. Il était 12h30. Ce parc est sous le contrôle des forces du régime. La voiture piégée aura fait 1 mort et 5 blessés graves. Et là où les forces armées turques sont capables d'intervenir sans avoir besoin de l'appui des bandes armées qu'elles soutiennent ailleurs en Syrie, elles bombardent les positions des unités Yapaga et elles tirent sur les civils qui ont le malheur de s'approcher trop près des soldats turcs en faction derrière la frontière. Dimanche passé, le village de Ziyaret a ainsi été bombardé et des civils de Kelim ont été pris pour cible. Jeudi, les soldats turcs ont bombardé le village de Koreli, à l'ouest de Kobani, à 16h30. Et puis dans la nuit de vendredi, ils ont tiré à l'arme lourde sur les maisons du village d'Achmé, à l'ouest de Kobani toujours. Près de Serikanye, ce mercredi, 2 jeunes bergers arabes faisaient paître leurs troupeaux de moutons. Lorsque des bêtes se sont approchées de la frontière et que les bergers, Ahmet Mehmet Issa et son ami, ont voulu aller rechercher les bêtes, les soldats turcs en poste leur ont tiré dessus. Les 2 bergers sont aujourd'hui hospitalisés. Ce 19 juin, les forces armées turques avaient assassiné 11 civils près du village frontalier de Khirbet al-Jos. La plupart de ces civils étaient des femmes et des enfants. L'Assemblée démocratique syrienne a donc demandé à l'ONU de prendre des mesures pour empêcher ces massacres. L'Assemblée démocratique syrienne souhaite aussi qu'une enquête internationale soit menée
et que la Turquie mette un terme à ces tueries de civils syriens innocents. Un accord a été conclu entre le gouvernement du Kurdistan du Sud et l'Iran. Un pipeline sera construit entre Kirkouk et l'Iran. Cet accord pétrolier aura pour conséquence de faire chuter les livraisons de pétrole vers la Turquie. Le député et ministre des Ressources naturelles du Kurdistan du Sud, Taha Zengele, vient d'annoncer qu'il signera, début juillet, un accord pétrolier avec l'Iran pour écouler le pétrole de Kirkouk vers le réseau iranien. Un pipeline sera construit qui passera par la ville de Kermanshah avec une quantité prévue de 250 000 barils par jour. Cet accord sera signé à Téhéran. Actuellement, la Turquie reçoit par le pipeline de Ceyhan 500 000 barils par jour. Les livraisons vers la Turquie seront donc sérieusement impactées par ce nouveau pipeline. Selon le ministre du gouvernement kurde d'Irak, l'accord vieux de 50 ans avec la Turquie n'était pas intéressant pour les Kurdes. Les forces armées turques prolongent leurs attaques violentes contre les populations kurdes par-delà de leurs frontières. Au Rojava, bien sûr, mais aussi au Kurdistan du Sud, situé sur le sol irakien. Les bombardiers turcs pilonnent le territoire du Kurdistan du Sud, le Bachour, qui est situé en Irak. Ces avions ont ainsi frappé la vallée de Zergele la nuit de mercredi à jeudi, détruisant les conduites d'eau et les puits utilisés par les bergers. Lors de ce nouveau bombardement, de nombreux hectares de terre ont brûlé et beaucoup d'animaux ont été blessés ou tués. Rappelons qu'à Zergele, les bombardiers turcs avaient déjà tué 8 civils le 1er août 2015. Le TAFDAM, le mouvement pour une société démocratique du Rojava, a lui aussi dénoncé l'attitude du parti de Massoud Barzani. Il faut dire qu'une réunion s'est tenue à Urfa, en Turquie, avec les services secrets turcs et ceux du PDK. L'objectif a été de saboter la révolution du Rojava. Une réunion s'est donc tenue à Urfa, une réunion qui rassemblait les représentants de l'AKP, du MIT, les services secrets turcs, ceux du Conseil national kurde et enfin des représentants du PDK, en la personne notamment d'Abdulaziz Temo. L'objectif de ces différents partis est de tenter d'éliminer la révolution menée au Rojava. Déjà à Cheikh Marsout, les crimes commis par les différentes bandes armées liées au Conseil national syrien sont cautionnés par la présence, au sein même de ce conseil, du PDK et de son antenne syrienne, le Conseil national kurde. Pour le TEFDEM, les alliés collaborateurs de l'AKP devront un jour être traînés devant la justice. Alors que tous les peuples du nord de la Syrie mènent une lutte épique pour la liberté, le TEFDEM dénonce la trahison du KDP pour de simples ambitions personnelles. Le TEFDEM, qui est en charge de la mise en place de la Confédération démocratique du nord de la Syrie, en appelle aux citoyens afin qu'ils ne se laissent pas duper par les sales jeux de pouvoir de cette coalition réunie à Urfa. Rappelons aussi que la frontière de Semalka, entre le Kurdistan du Sud et le Kurdistan de l'Ouest, le Rojava, est toujours fermée depuis le 16 mars sur ordre du KDP. Il y a bien eu un effet d'annonce ce 7 juin, quand les autorités du KDP ont dit rouvrir le poste frontière. Mais concrètement, selon Aras Feta, le directeur du poste frontière, cette ouverture ne s'est faite que pour des raisons de pure propagande. Seuls 13 véhicules ont pu franchir la frontière le premier jour de l'ouverture. De grosses quantités de marchandises attendent donc toujours de pouvoir traverser les eaux du Tigre au poste de Semalka. Aucun civil ne peut aller au Kurdistan du Sud, et seuls les citoyens du Rojava peuvent rentrer chez eux. Les journalistes étrangers, par exemple, sont interdits de passage pour aller au Rojava. Le journal Özgür Gündem a ouvert ses colonnes à 3 personnalités qui devaient assumer, en soutien au journal, le rôle d'éditeur en chef. Ces 3 personnalités ont toutes été arrêtées et déférées devant le tribunal d'Istanbul.
la justice turque leur reproche de faire de la propagande pour une organisation. Le professeur Sebnen Korur Finjanji, l'écrivain Ahmet Nesin et le journaliste Erol Onderoglu ont participé par solidarité à la campagne des éditeurs en chef du journal Özgür Gündem. Ils ont donc tous trois été arrêtés ce lundi. Le lendemain de leur arrestation, Can Dündar reprenait pour un jour le rôle d'éditeur en chef du journal. Avant la réunion de rédaction, il expliquait que les arrestations du lundi sont un message. Le message est le suivant. Si vous vous tenez auprès de la vérité, vous serez arrêté. Can Dündar estime aussi que toutes les associations de journalistes devraient soutenir leurs collègues. Depuis sa prison de Bakırköy, Sebnen Korur Finjanji a envoyé un message, lu par ses avocats. C'est, dit-elle, un honneur d'être arrêtée et emprisonnée par l'État turc. Cela prouve qu'elle et ses collègues faisaient ce qu'il fallait faire. Finjanji est professeure de médecine légale et elle préside la Fondation des droits de l'homme de Turquie, le TİHV. Selahattin Demirtas, le coprésident du HDP, a lui aussi montré sa solidarité avec les journalistes emprisonnés. Il a rappelé que jusqu'à présent, 39 journalistes avaient déjà été arrêtés lors de cette campagne de solidarité. Quant au docteur Finjanji, expliquait Demirtas, elle a été visée parce que le gouvernement voulait s'occuper d'elle. Elle était trop occupée à documenter les massacres perpétrés à Cezire. L'association Reporters sans frontières a également fait part de son indignation. C'est aberrant et honteux, a-t-elle dénoncé. Une délégation de Reporters sans frontières s'est rendue à la prison de Metris, où Onderoglu est détenu. Les responsables de l'organisation, accompagnés du député HDP Ferhat Enjou, ont organisé une manifestation devant les portes de la prison. Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, a également tenu une conférence de presse, dont voici quelques extraits. Au Bakır, les autorités décrètent d'abord le couvre-feu et ensuite les soldats investissent les zones et soumettent les populations civiles aux pires violences. Cette semaine, c'est au tour de la ville d'Ahmed que de nouveaux couvre-feux sont entrés en application. Samedi dernier, les autorités turques décrétaient le couvre-feu pour 13 villages du district de Lice, près de la ville d'Ahmet. Et dès le lendemain, les avions de guerre pilonnaient pendant de longues heures les zones rurales et les villages, détruisant plusieurs maisons dans le village de Hamza Bey notamment. Mahfouz Jalik, du village de Mergué, juste à côté d'Hamza Bey, expliquait que les bombardements ont commencé subitement, alors que les villageois étaient aux champs. Les habitants n'avaient aucune chance d'y échapper. Et maintenant, dit-il, plusieurs enfants restent terrés dans le silence, terrorisés par ce qu'ils ont vu. Mardi, à 4 heures de l'après-midi, les avions turcs ont encore pilonné les villages de Misak et de Kirmik, toujours dans le district de Lice. Et à Mouche, les autorités rajoutaient 10 nouveaux villages à la liste des nouvelles zones sous couvre-feu. Et ainsi, progressivement, jusqu'à jeudi, dans les différents districts d'Ahmet, ce sont 39 villages qui ont été mis sous couvre-feu. Des milliers de soldats et de membres des unités spéciales investissent les lieux. Ils installent des checkpoints sur toutes les routes et se servent des écoles comme de bases militaires. Les habitants de ces villages sous couvre-feu sont complètement coupés du monde extérieur et on ne peut pas les joindre pour avoir de leurs nouvelles. Sous les assauts conjugués des soldats, des avions, des hélicoptères de guerre de type Cobra, des tanks et des véhicules blindés, des incendies se propagent. Et les villageois n'ont pas la possibilité de les éteindre. Les forces spéciales les en empêchent. Et on a appris hier que 75 personnes, parmi lesquelles des élus et des représentants des partis DBP et HDP, avaient été embarqués par les militaires jusqu'à la base du bataillon des commandos de Lice. Tous ces otages seront utilisés comme boucliers humains. L'association Gauche d'Air, une association culturelle et sociale qui s'occupe des migrants, a évalué lors d'une réunion à Ahmet qu'1 million de personnes avaient déjà été déplacées lors des récentes attaques de l'État turc dans les régions kurdes. Lors de l'état d'urgence décrété en 1987, il y avait eu 3 millions de déplacés et 3500 villes et villages avaient été détruits. Ces migrations forcées se reproduisent aujourd'hui au nom de la restauration de la sécurité publique, comme le disent les autorités turques.
Les zones visées par les actuels couvre-feux sont celles qu'occupent les anciens migrants des années 90. On arrive à la fin de notre programme. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.